Lorsque l'on regarde cette créature, ou celle-ci, ou encore celle-ci, la première chose que l'on peut se dire, c'est déjà qu'elles ont l'air immenses, mais surtout, notre réflexe est de penser qu'elles ont vécu il y a si longtemps que notre seule preuve de leur existence doit être les fossiles que l'on a retrouvés. Et bien pourtant, parmi ces trois espèces, il y en a une que l'homme a croisée pendant son histoire. Dans cette vidéo, nous allons réellement considérer l'homme comme un animal pour pouvoir suivre son évolution et sa conquête des continents. Et on va aussi s'intéresser aux animaux les plus fous qu'il a pu côtoyer. Parce que on reste sur une chaîne animalière après tout, on va pas l'oublier. Allez, c'est parti. Déjà, situons-nous dans le temps. Voici la frise chronologique de la vie sur Terre. Nous allons commencer notre histoire ici, il y a environ 30 millions d'années. Pour l'instant, aucune trace de l'homme. Mais c'est le moment où le climat global va se refroidir brusquement et où notre planète va entrer dans une période de glaciation. Un long moment où les températures ne vont faire que chuter et engendrer un grand nombre de répercussions, telles que la formation, tout au sud, de la calotte glaciaire de l'Antarctique. À cette époque, la glace est très rare et le niveau de la mer est automatiquement bien plus élevé qu'aujourd'hui. Il est si haut que la Bretagne était une île, comme beaucoup d'autres terres aujourd'hui reliées au continent. Bien, avançons maintenant de quelques 20 millions d'années pour nous intéresser à l'époque du Miocène, il y a environ entre 7 et 8 millions d'années. C'est à cette époque que le premier hominidé va faire son apparition en Afrique, c'est Sahelanthropus. Et suivons Toumaï, qui est l'individu le plus ancien dont nous avons retrouvé les restes. Sa préoccupation principale, c'est de trouver des sources de nourriture, comme des feuilles, des fruits et des racines. À ce moment de l'histoire, nous sommes encore loin de l'homme moderne que l'on connaît. Mais Sahelanthropus, c'est le premier primate à se déplacer essentiellement debout sur ses jambes, et il est présent à un seul endroit, sur le continent africain. Au Miocène, l'Afrique était un continent beaucoup moins sec qu'aujourd'hui. Les calottes glaciaires au nord et au sud étaient beaucoup moins formées, il y avait beaucoup plus d'eau qui circulait, et les paysages ressemblaient bien plus à de grandes forêts verdoyantes qu'aux zones arides que sont les savanes d'aujourd'hui. Les sources de nourriture étaient donc bien plus diversifiées, et permettaient à certaines espèces, comme le Deinotherium, de partager le même territoire que Toumaï. C'est l'un des plus grands mammifères terrestres ayant jamais existé. Il pouvait faire jusqu'à 5,50 m de haut et mesurer jusqu'à 14 tonnes. À titre indicatif, un éléphant d'Afrique aujourd'hui pèse en moyenne 6 tonnes. C'est moins de la moitié du Deinotherium. Mais le Deinotherium, ce n'était pas la préoccupation principale de Toumaï à cette époque, puisqu'un autre animal arpentait le continent africain. Cet animal, c'était un cousin du Smilodon, donc Diego dans l'âge de glace, et il partageait les mêmes caractéristiques physiques, puisque c'était lui aussi un tigre à dents de sabre, voici le Megantherium. Maintenant, nous allons abandonner Toumaï à son sort et avancer de 3 millions d'années pour retrouver un de ses descendants, l'Australopithèque. L'individu le plus connu de ce genre, je suis sûr que vous le connaissez, c'est Lucie. Elle a longtemps été considérée comme notre ancêtre direct le plus lointain jusqu'à la découverte de Toumaï, justement. Même si pour Toumaï, il y a encore des doutes sur le fait que ce soit réellement un hominidé. Mais bon bref, à l'époque de Lucie, nous rentrons tout juste dans la période du Pliocène, période à laquelle la glaciation continue de s'intensifier. Cette fois-ci, c'est la calotte glaciaire arctique qui prend forme. Le climat continue à devenir de plus en plus sec, ce qui pousse les hominidés de cette époque à se rapprocher des côtes de l'océan Indien, et c'est dans cette région qu'on retrouvera un grand nombre d'ossements d'Australopithèques. Et même si pendant les 2 millions d'années qui suivent, les hominidés resteront en Afrique, la conquête des continents commencera à pointer le bout de son nez. C'est Homo erectus qui foulera pour la première fois la terre des continents voisins il y a environ 1,8 million d'années. Et il va, en 300 000 ans, soit 10 000 générations environ, atteindre Java ainsi que l'Europe de l'Ouest. Vous l'avez compris, à cette époque, les populations d'Homo erectus se scindent. De nouvelles espèces d'Homo se développent dans ces nouvelles régions. En Asie, Homo erectus évoluera progressivement vers l'homme de Denisova, et en Europe, c'est l'homme de Néandertal qui fera son apparition. Retenez ça, c'est important pour la suite. Revenons à notre population d'Homo erectus qui est restée sur le continent africain. Pendant que des individus de leur propre espèce vadrouillent aux quatre coins de l'Eurasie, eux vont découvrir quelque chose qui va créer un tournant dans l'histoire de l'homme, le feu.
il y a environ 1 million d'années, Homo erectus apprend à domestiquer le feu. Au début, son utilisation reste assez primaire, puisque le feu, ça brûle, il leur permettra surtout de se protéger des prédateurs et des charognards. Et à l'époque, les charognards, c'est des charognards, comme avec cette hyène géante, 2 fois plus imposante que les hyènes actuelles. Ok, donc suite à la découverte du feu par Homo erectus, et même si au début son usage est plutôt limité, rapidement, brûler de la viande et plonger les pointes des outils de chasse dans le feu pour les durcir s'avère très utile. Ces tests vont permettre à l'espèce d'entamer une grande révolution et voir apparaître, 300 000 ans après, soit environ 23 000 générations, Homo sapiens, l'espèce d'Homo à laquelle l'homme moderne doit la majorité de ses gènes. Pourquoi seulement la majorité de ces gènes ? Eh bien parce qu'en réalité, il y a eu des hybridations entre les différentes espèces d'hominidés. Donc aujourd'hui, on retrouve des héritages génétiques des hommes de Denisova et des hommes de Néandertal chez les populations eurasiatiques actuelles. En gros, les populations 100% africaines sont les seules à être à 100% des descendantes des Homo sapiens. Donc il y a 300 000 ans, Homo sapiens apparaît en Afrique alors que Néandertal et Denisova occupent toujours l'Europe et l'Asie. Pour le moment, toujours aucun hominidé n'est présent sur le continent américain. Mais ça va pas tarder, puisque Homo sapiens, probablement dû à la période glaciaire qui s'intensifie et qui aridifie petit à petit l'Afrique, va tenter de sortir du continent et de fouler le sol eurasien il y a entre 100 000 et 200 000 ans. Malheureusement pour lui, il se fera surprendre par une espèce cousine dont on a un peu parlé, l'homme de Néandertal, qui lui aussi se baladait dans cette région intercontinentale. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que Sapiens et Néandertal sont relativement proches génétiquement que c'est forcément l'éclate quand ils se croisent. Je vous fais un parallèle. Si aujourd'hui on prend un groupe de potes random qui tapent un Rocket League par exemple dans le salon, et qu'on les fout en plein milieu de la jungle avec un groupe de gorilles. Je suis pas sûr que le premier réflexe ce soit de lancer un foot pour faire connaissance. Alors qu'on a 98% d'ADN commun avec les gorilles. Et voilà, maintenant vous comprenez mieux la situation. Donc maintenant vous devez vous douter de comment cette rencontre s'est passée, parce que je vous ai un peu spoil, mais pas très bien. Puisque, probablement lié à une concurrence pour les ressources, ces Homo sapiens vont s'éteindre complètement. Il n'y aura plus aucun représentant de cette espèce dans cette région pendant plusieurs milliers d'années. Jusqu'au moment où le reste de l'espèce, toujours présente en Afrique, décide de tenter une deuxième percée il y a 80 000 ans. Et cette fois-ci, l'expédition se passe mieux, puisque ce groupe de sapiens va réussir à passer le canal de Suez et commencera à avancer petit à petit sur le continent eurasiatique. Alors, quelle a été la différence entre ces deux tentatives de conquête ? Eh bien, la stratégie adoptée était bien différente, puisque la deuxième tentative s'est avérée être une réussite grâce au sexe. Je vous jure, c'est à partir de cette époque qu'on trouve les premières traces d'hybridation entre sapiens et Néandertal. D'où le fait qu'on soit pas à 100% des Homo sapiens. Alors, c'est super de bien s'entendre au lit, mais malheureusement, tous les problèmes ne seront pas résolus, puisque la situation va s'inverser par rapport à la première fois. Cette fois-ci, c'est Sapiens qui continuera d'avancer, en repoussant Néandertal jusqu'à l'ouest de l'Europe. Et ça s'arrête pas là, puisque suite à cette poussée, Néandertal s'éteindra complètement il y a environ 30 000 ans. Donc il y a 30 000 ans, Homo sapiens s'installe en Europe et il va devoir apprendre à cohabiter avec des espèces qu'il n'avait pas forcément l'habitude de croiser sur le continent africain, comme le Mégacéros par exemple, aussi appelé cerf géant. C'est le plus grand cervidé de tous les temps puisqu'il pouvait mesurer jusqu'à 2 mètres au garrot et ses bois pouvaient faire jusqu'à 3,50 m d'envergure. Dans les grottes de Lascaux, on retrouve d'ailleurs une peinture murale assez fidèle du Mégacéros. Et vu que le Mégacéros, comme tous les cervidés, il était herbivore, il devait pas représenter une menace énorme pour Sapiens à cette époque, qui pouvait même le chasser pour ensuite cuisiner sa viande dans les grottes. Mais il était là le problème, les grottes. Aujourd'hui, on n'en a plus grand chose à faire des cavernes puisqu'on sait construire, mais à l'époque, c'était pas encore un acquis pour Sapiens. Donc il fallait qu'il trouve des grottes libres pour pouvoir manger et dormir sans se faire inquiéter par les autres prédateurs.
Et c'est la notion de libre qui pouvait être pas évidente à gérer à l'époque, puisqu'il y avait aussi d'autres espèces qui servaient des grottes pour dormir, comme le lion des cavernes et l'ours des cavernes. Même si l'ours des cavernes, comme tous les ours, il était essentiellement végétarien, il valait mieux s'en préserver quand même. D'ailleurs, on a aussi des représentations de ces animaux dans la grotte de Chauvet. Ok, donc Homo sapiens s'installe dans l'ouest de l'Europe il y a environ 30 000 ans, mais en parallèle, il y a un autre groupe qui continue d'avancer vers l'est de l'Asie. Et qui, de la même manière qu'avec Néandertal, va faire des bébés avec l'homme de Denisova et va le faire reculer jusqu'en Australie, enfin jusqu'au Sahul. Pour rappel, le Sahul, c'est le continent qui regroupait l'Australie, la Tasmanie et la Nouvelle-Guinée. Donc de la même manière, l'homme de Denisova va complètement s'éteindre sous la pression de Sapiens. Autant vous dire que Sapiens, après avoir traversé toute l'Asie à pied, sur environ 1200 générations, il arrive dans le Sahul assez confiant. Mais vous connaissez la faune australienne d'aujourd'hui, alors je vous laisse imaginer une seule seconde les animaux qui habitent le Sahul à cette époque-là. Mais on va pas en parler dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. On va laisser ce groupe de sapiens aux portes du Sahul et on va retrouver un autre groupe qui avance petit à petit au cœur de l'Asie et qui va atteindre, il y a environ 15 000 ans, le détroit de Bering. Et vu qu'à l'époque, on est en plein milieu du dernier maximum glaciaire, c'est-à-dire le moment où les calottes glaciaires sont les plus formées et le niveau de la mer est le plus bas, puisque les températures sont très fraîches, eh bien, le détroit de Bering, il est traversable à pied. Homo sapiens va pouvoir passer sur le continent américain à la marche. Et lui aussi, comme ses cousins en Europe, il va croiser des animaux qu'il n'avait pas vraiment l'habitude de voir en Afrique, comme par exemple le castor géant, qui pouvait mesurer jusqu'à 3 mètres, et aussi le paresseux, mais pas un paresseux normal, un paresseux géant, qui pouvait mesurer jusqu'à 6 mètres de haut quand il se dressait sur ses pattes arrière. 6 mètres, c'est 2 étages, c'est plus grand qu'une girafe. Donc un beau bébé le paresseux. Mais tous ces animaux immenses, ça empêche pas Sapiens d'avancer, puisqu'on va retrouver des traces de son passage en Amérique du Nord, mais aussi en Amérique du Sud, en l'espace de 2000 ans. Pour rappel, Homo sapiens, quand il sort d'Afrique et qu'il atteint l'ouest de l'Europe, il met environ 50 000 ans. Alors que là, quand il passe le détroit de Bering, il va mettre que 2000 ans pour atteindre l'Amérique du Sud, soit seulement 50 générations. Là, on sent qu'il a pris de l'expertise dans les conquêtes et dans les traversées. C'est donc il y a 13 000 ans que l'homme termine sa conquête des continents par l'Amérique du Sud. Et je vais terminer par quelque chose d'assez ironique, je trouve. Je vais vous lire la version raccourcie de la définition d'une espèce invasive. Une espèce exotique envahissante est une espèce introduite volontairement ou involontairement sur un territoire hors de son aire de répartition naturelle et qui menace les écosystèmes et les espèces locales. Cela peut se dérouler sur un temps assez long, l'espèce restant discrète pendant une période donnée, puis connaître une phase rapide d'expansion. Intéressant. Je précise que je suis loin d'être un spécialiste en paléontologie, donc j'ai dû faire beaucoup de raccourcis volontaires ou involontaires dans cette vidéo. L'évolution des hominidés est bien plus complexe que ce que je laisse entendre dans ce récit, la preuve en images, et c'est loin d'être aussi linéaire que Erectus évolue en Sapiens et puis voilà, on a inventé la Game Boy. Mais je tiens quand même à remercier Pierre-Olivier Antoine et la chaîne Entracte Science qui sont une source de savoir immense et qui m'ont permis d'étudier toutes ces périodes pour vous faire cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, à liker et à commenter. A très vite.